Ma petite cuisine m'accueillit dans un silence douillet. J'actionnai l'interrupteur de la vieille cafetière et m'approchai de la fenêtre. Belle-Rivière dormait encore. Seules quelques lumières vacillaient dans la pénombre de l'aube. Ma maison se trouvait dans la vieille ville, loin des circuits touristiques et des quartiers à la mode. Robert, mon défunt mari, et moi y avions vécu pendant près de 40 ans. Nos enfants, Julien et Aurore, y avaient grandi. Mon téléphone vibra sur la table de la cuisine. Un message de Julien. N'oublie pas d'apporter les cartons avec les décorations pour la salle et essaie d'être là pour 9 heures, pas 10 heures comme convenu. Il faut que tout soit accroché. Pas de « bonjour » ou de « comment as-tu dormi, maman ?» Juste un ordre, comme si j'étais son assistante personnelle et non sa mère. Je soupirai en prenant une gorgée de café. Mon fils avait toujours été très déterminé. Mais ces dernières années, ce trait de caractère avait viré à l'obsession de l'efficacité. Il divisait désormais les gens en 2 catégories, les utiles et les inutiles. Et je craignais qu'il ne considère de plus en plus sa mère de 65 ans comme appartenant à la seconde. Les cartons de décoration de mariage occupaient la quasi-totalité de mon garage. Julien avait insisté pour que tout soit livré chez moi, car il manquait de place dans son appartement. Pendant 3 semaines, j'avais trébuché sur ces monstres de carton, en me répétant que tout cela serait bientôt terminé. À 8h30, j'avais chargé ma vieille voiture de carton et je pris la route en direction du pavillon du Rivage, un lieu de réception branché en bord de mer. Le trajet dura près de 40 minutes. En traversant les nouveaux quartiers de Belle-Rivière, je constatais à quel point la ville avait changé. C'était autrefois une paisible cité côtière où tout le monde se connaissait. Maintenant, il y avait des gratte-ciels de verre, des restaurants chers et des boutiques de luxe. Julien m'attendait à l'entrée du pavillon, jetant des regards impatients à sa montre. Grand, athlétique et impeccablement habillé, il semblait toujours sortir de la couverture d'un magazine économique. « Enfin !» dit-il en guise de bonjour alors que je me garais. « Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ?»« Bonjour, Julien, » souris-je en sortant de la voiture. « Je suis même un peu en avance sur ce que tu as demandé. » Il consulta sa montre comme pour vérifier mes dires. « D'accord, déchargeons. Les décorateurs attendent. » J'ouvris le coffre et Julien commença à sortir les cartons, les passant à des assistants qui étaient arrivés. En regardant mon fils, je ne pus m'empêcher de me souvenir de ce jeune homme de 18 ans, qui, 20 ans plus tôt, était venu me voir les yeux brillants pour me parler de son rêve de créer sa propre entreprise. À l'époque, Robert et moi venions de finir de payer le crédit de la maison. Robert travaillait comme ingénieur dans une usine locale, et j'étais infirmière à l'hôpital de la ville. Nous vivions modestement, mais nous avions des projets pour une retraite paisible. Mais comment dire non à notre fils ? Robert avait retiré une partie de nos économies et j'avais pris des gardes supplémentaires. Julien avait commencé avec une petite entreprise de matériaux de construction. Je me souviens l'avoir aidé avec la comptabilité le soir après mes gardes à l'hôpital, et Robert et moi livrions les commandes dans notre vieux pick-up. « Maman, tu m'écoutes ?» La voix de Julien me ramena au présent. « Pardon, mon chéri. » J'étais perdue dans mes pensées, souris-je, confuse. Je disais que tu dois aller dans la salle et t'assurer que les fleurs sont disposées exactement comme Audrey le souhaite. Voici le plan. Il me tendit une tablette avec un schéma. Bien sûr, mais n'est-ce pas le travail de l'organisatrice du mariage ? Julien soupira, irrité. Maman, on en a déjà parlé. Madame Harper s'occupe de la coordination générale. Elle a trop de choses à gérer pour suivre chaque petit détail. C'est pourquoi j'ai réparti les responsabilités. Tu t'occupes des fleurs et des décorations de table. J'acquiesçai, réprimant un soupir. Bien sûr, nous en avions discuté. Plus précisément, Julien m'avait mise devant le fait accompli il y a 2 jours, en m'annonçant que j'assisterais l'organisatrice. Son argument était « Tu es à la retraite, tu as plein de temps libre ». Il avait juste oublié de mentionner que je gardais ses filles, Manon et Chloé, 3 fois par semaine pendant que son ex-femme, Carla, travaillait. À l'intérieur, le pavillon était spacieux et lumineux. D'immenses baies vitrées offraient une vue sur l'océan. Une équipe de décorateurs était déjà à l'œuvre, suspendant des guirlandes et des drapés. « Vous devez être Madame Triste. » Une jeune femme avec une tablette s'approcha de moi. « Je suis Violette, l'assistante de Madame Harper. Julien a dit que vous superviseriez les arrangements floraux. » « Oui, c'est exact, souris-je. Montrez-moi où ils doivent aller selon le plan. » Pendant les 2 heures qui suivirent, je disposai des vases de fleurs,
vérifiant le schéma et essayant de plaire à la fiancée de mon fils, toujours invisible. Pivoine, rose, hortensia, le tout dans des tons rose pâle et crème. C'était magnifique, mais impersonnel, comme l'intérieur d'un hôtel de luxe. J'avais rêvé que le mariage de Julien se déroulerait dans notre jardin. Robert et moi avions acheté une maison avec un grand terrain, imaginant nos enfants y jouer, puis peut-être s'y marier. Robert avait même construit un kiosque recouvert de vignes, mais Julien trouvait cela trop provincial. Éléonore. Une voix cristalline interrompit mes pensées. La fiancée de Julien, Audrey Lefebvre, entra dans la pièce, accompagnée de 2 demoiselles d'honneur. Elle était grande, mince, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un maquillage impeccable. « Bonjour, Audrey », dis-je en essayant d'étreindre ma future belle-fille, mais elle esquiva adroitement pour transformer le geste en une bise aérienne, touchant à peine ma joue. « Comment avancent les fleurs ?» Elle balaya la pièce du regard. « Oh, je vois que vous avez presque fini. Mais je pense que les compositions sur la table d'honneur sont trop hautes. Les invités ne pourront pas se voir. Mais c'est la hauteur indiquée sur le schéma. Oui, mais maintenant je pense qu'elle devrait être plus basse. » Elle afficha ce sourire particulier qui signifiait « Je suis polie, mais ferme. Je crois qu'il faut enlever le niveau supérieur de fleurs. » J'acquiesçai, retenant un soupir. Cela signifiait démonter et remonter 12 arrangements complexes sur lesquels j'avais travaillé ces 2 dernières heures. « Bien sûr, Audrey, comme tu voudras. »« Parfait, » dit-elle en frappant dans ses mains. « Et aussi, nous avons décidé de changer un peu la disposition des tables. Jade va vous montrer le nouveau plan. » Elle fit un signe de tête à l'une de ses amies qui me tendit aussitôt une autre tablette. Je jetai un coup d'œil à l'écran et me figeai. Le plan avait été entièrement redessiné. Mais les tables sont déjà installées selon le plan initial. Oui, il va falloir les déplacer, répondit Audrey nonchalamment. J'ai consulté un expert en feng shui hier, et il a dit que la disposition précédente bloquait les flux d'énergie. Je regardai ma montre. Il était presque midi, et nous recommencions pratiquement à zéro. Est-ce que Julien est au courant de ces changements? Bien sûr, il me soutient. Totalement, dit Audrey en sortant son téléphone. Tiens, regarde son message. Fais ce que tu penses être le mieux, ma chérie. C'était si typique de Julien ces dernières années. Déléguer les décisions aux autres pour ensuite exiger la perfection. Je retournai aux arrangements floraux et commençai à les défaire. Du coin de l'œil, je voyais Audrey et ses amis, assises à une table à l'arrière avec des coupes de champagne, discutant de quelques détails et gloussant de temps à autre. J'avais rencontré Audrey 2 ans plus tôt, lorsque Julien l'avait amenée pour le dîner de Noël. Elle travaillait dans une agence de marketing qui assurait la promotion de l'entreprise de Julien. Leur idylle avait commencé alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet de refonte de la marque. Audrey était intelligente, ambitieuse et, point important pour Julien, elle connaissait bien le monde des affaires. Ma relation avec ma future belle-fille fut compliquée dès le début. Elle souriait poliment et posait les bonnes questions, mais je sentais sa condescendance. Cela devint particulièrement évident lorsqu'elle apprit que j'avais été infirmière toute ma vie. Comme c'est intéressant, avait-elle dit à l'époque. Dans ma famille, tout le monde a au moins un master. Mon père est professeur d'économie et ma mère est avocate. Elle ne l'avait pas dit avec un mépris évident, mais le message était clair, je ne faisais pas partie de leur monde. Julien n'avait rien dit. Pourtant, il aurait pu lui rappeler que c'étaient ses parents, avec leur éducation jugée insuffisante, qui lui avaient donné sa chance dans la vie. Éléonore, puis-je vous parler une minute? Audrey s'approcha de moi alors que je terminais la dernière composition. Nous avons réfléchi au plan de table. Je sais qu'il était prévu que vous soyez à la table d'honneur, mais il y a un petit problème avec le nombre de places. Je me figeai, n'en croyant pas mes oreilles. Allait-il vraiment me déplacer, moi, la mère du marié, à une autre table? Vous comprenez, continua Audrey. Les parents de Julien sont censés être à la table d'honneur, mais comme... Elle hésita, cherchant ses mots. Comme Monsieur Triste n'est plus parmi nous, nous avons pensé inviter mon oncle Franck. C'est un homme très important dans notre famille, et mes parents y tiennent. Vous voulez dire que je ne serai pas à la table d'honneur au mariage de mon propre fils? J'essayais de paraître calme, mais je sentais ma voix trembler. Non, non, bien sûr que non, répondit Audrey avec un rire nerveux. Nous pensions juste que vous seriez plus à l'aise avec Rose, votre amie. Nous l'avons invitée et elle a confirmé sa présence. Vous ne connaîtrez pas la plupart des invités à la table d'honneur.
C'en était trop. Je posai les fleurs et me redressai. Audrey, je comprends que c'est votre mariage, à toi et à Julien, et que vous avez le droit de décider de l'organisation. Mais je suis la mère de Julien, et traditionnellement, les parents des mariés sont à la table d'honneur, qu'ils connaissent les autres invités ou non. Le visage d'Audrey se crispa légèrement, mais son sourire resta en place. Bien sûr, Éléonore, je comprends ce que vous ressentez. Discutons-en avec Julien quand il sera disponible. C'est une excellente idée, acquiesçai-je. Où est-il en ce moment? Il est parti chercher mes parents à l'aéroport. Elle regarda sa montre. Il devrait être de retour dans 1 heure et demie. Je retournai à mon travail, essayant de me calmer. Des souvenirs affluaient, Robert et moi soutenant Julien toutes ces années. Comment, après la mort de Robert il y a 5 ans, j'avais investi le reste de nos économies dans l'expansion de son entreprise en achetant des actions. Comment je m'étais occupée de mes petites filles lorsque son premier mariage s'était effondré et que Carla menaçait de restreindre son droit de visite s'il ne passait pas plus de temps avec les enfants. Julien revint vers 14 heures, accompagné des Lefebvre, un couple grand et élégant aux manières impeccables. Monsieur Lefebvre, un homme aux cheveux grisonnants et à la stature imposante, donnait immédiatement l'impression d'un homme habitué au pouvoir. Madame Lefebvre, une femme mince avec le même regard froid que sa fille, me jaugea d'un air scrutateur, s'attardant sur ma robe simple et mes chaussures usées. Maman, je te présente Marguerite et Richard Lefebvre, les parents d'Audrey, les présenta Julien avec une fierté telle qu'on aurait dit qu'il venait de recevoir une bénédiction royale. Très heureuse de vous rencontrer, dis-je en tendant la main. Éléonore triste. De même, répondit sèchement Marguerite, touchant à peine ma main. Julien nous a beaucoup parlé de vous, ajouta Richard avec un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. J'espère que c'était en bien, plaisantai-je, mais personne ne sourit. Maman nous aide avec les préparatifs, s'empressa d'expliquer Julien. Elle est responsable des fleurs et de quelques autres détails. Comme c'est charmant, dit Marguerite. Dans notre famille, nous engageons généralement des professionnels pour ce genre de choses, mais je suppose qu'il y a quelque chose de touchant à s'impliquer personnellement. Je sentis le rouge me monter aux joues, un mélange de gêne et de colère. C'était comme si je n'étais pas la mère du marié, mais une employée que l'on félicitait avec condescendance. Julien, puis-je te parler 1 minute? Je décidai de ne pas remettre à plus tard la discussion sur le plan de table. Maman, je suis un peu occupée. Il jeta un rapide coup d'œil à sa montre. Peut-être plus tard. C'est important, et ça ne prendra que 2 minutes. Julien s'excusa auprès des Lefebvre et s'écarta avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il avec impatience. Audrey a dit que je ne serais pas à la table d'honneur. J'essayai de paraître calme mais ferme. Est-ce vrai? Julien passa une main dans ses cheveux, un geste que je connaissais depuis son enfance. Il faisait toujours ça quand il était mal à l'aise. Écoute, maman. Nous n'avons vraiment pas assez de place. On pensait que tu serais plus à l'aise avec Rose. Julien, je suis ta mère. Ma place est à la table d'honneur. Mais l'oncle Franck est très important pour la famille d'Audrey, et ses parents insistent. Et moi, je ne suis pas importante pour ta famille. Ma voix se brisa. Julien regarda autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un entende notre conversation. Bien sûr que si. C'est juste. Tu dois comprendre que ce mariage est un événement majeur. Pas seulement pour Audrey et moi, mais pour les affaires. Il y aura beaucoup de gens importants, et nous devons faire bonne impression. Et je ne cadre pas avec cette bonne impression. Je ne pouvais plus cacher mon amertume. Maman, ne sois pas mélodramatique. Il baissa la voix. Il ne s'agit pas de toi personnellement. C'est une question d'apparence. L'oncle Franck est un investisseur influent, et s'il accepte de travailler avec nous. Donc, c'est une décision d'affaires? Souris-je amèrement. Tu mets ta mère de côté pour un contrat potentiel. Ne dis pas ça, fronça les sourcils Julien. C'est juste une place à une table. N'en fais pas une tragédie. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler mes esprits. C'était douloureux de réaliser que j'étais devenu un obstacle pour mon fils, un rappel gênant de ses origines modestes. D'accord, Julien. Je m'assiérai où tu le jugeras bon. Après tout, c'est ton mariage. Il sourit, soulagé, ne remarquant pas, ou ne voulant pas remarquer, la douleur dans mes yeux. Merci de comprendre, maman. Maintenant, excuse-moi. Je dois retourner auprès des Lefebvre.
Je regardais mon fils rejoindre ses futurs beaux-parents, se transformant instantanément, redressant les épaules, arborant son plus charmant sourire. Un homme d'affaires prospère pour qui sa propre mère était devenue un fardeau. La journée s'éternisa. Je continuais à travailler sur les décorations, recevant périodiquement de nouvelles instructions d'Audrey ou de l'organisatrice. Le soir, mon dos me faisait mal et mes jambes bourdonnaient de fatigue. Lorsque le dernier arrangement fut en place, je m'effondrai de soulagement sur une chaise dans un coin reculé de la salle. Dure journée. Violette, l'assistante de l'organisatrice, s'assit à côté de moi. C'est un euphémisme, souris-je faiblement. Vous savez, j'ai assisté à beaucoup de mariages, dit-elle doucement. Et je remarque souvent comment les mères des mariés sont traitées. C'est comme si elles devenaient invisibles. J'acquiesçai avec gratitude, touché par sa sympathie. Je suppose que cela fait partie du cycle de la vie, dis-je philosophiquement. Les enfants grandissent et s'éloignent. C'est juste que, parfois, ça arrive trop soudainement. Violette s'apprêtait à répondre lorsque Julien s'approcha de nous. « Maman, tu es encore là ? Il est presque 20 heures. » « Oui, je viens de finir avec les fleurs, » dis-je en me levant avec difficulté, mes jambes flageolantes. « Parfait. Acquiesça-t-il. Écoute, il faut que tu sois là tôt demain. Carla amène les filles à 11 heures et quelqu'un doit les surveiller jusqu'à la cérémonie. Elles doivent lancer des pétales, tu te souviens ? Bien sûr, hochai-je la tête. Mes petites filles, Manon et Chloé, devaient être les demoiselles d'honneur. Et autre chose, Julien baissa la voix. Apporte ta robe bleue, celle que tu m'as montrée la dernière fois. Madame Harper a dit qu'une des assistantes est malade et qu'on pourrait avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires en cuisine. Je me figeai, n'en croyant pas mes oreilles. Tu veux que je travaille en cuisine à ton mariage ? Seulement si nécessaire, ajouta-t-il rapidement. Sois juste prête à aider au cas où. Ce n'est pas grand-chose, n'est-ce pas ? Je regardai mon fils, essayant de retrouver le garçon à qui j'avais autrefois enseigné la gentillesse et le respect. L'adolescent qui m'apportait du thé quand j'étais malade. Le jeune homme qui avait pleuré sur l'épaule de sa mère à la mort de son père. Mais devant moi se tenait un étranger, quelqu'un pour qui je n'étais devenu rien de plus qu'un outil. Pratique quand on avait besoin d'aide, et gênante quand le prestige était en jeu. Non, Julien, souris-je avec lassitude. Pas de problème. J'apporterai la robe bleue. Le matin du mariage était clair et sans vent. Les rayons du soleil traversant les stores me réveillèrent avant mon réveil. Je restai allongé quelques minutes, le regard fixé au plafond, me préparant mentalement à la journée qui m'attendait. La conversation de la veille avec Julien me revenait sans cesse. Je n'arrivais toujours pas à croire que mon fils m'ait demandé d'être prête à travailler en cuisine le jour de son propre mariage. « Reprends-toi, Éléonore », me dis-je à voix haute. « Aujourd'hui est un jour important. Et tu ne vas pas le gâcher avec ton ressentiment. » Je pris une douche, séchai et coiffai soigneusement mes cheveux, et me maquillai, un peu plus que d'habitude, mais toujours avec subtilité. J'enfilai la robe turquoise foncée que j'avais achetée spécialement pour le mariage de mon fils. Puis je sortis du placard la robe bleue que Julien avait mentionnée, une simple robe avec un col blanc, qui ressemblait plus à un uniforme. Je la pliai soigneusement dans mon sac, en essayant de ne pas penser à la raison pour laquelle j'en aurais besoin. Il était 9 heures du matin quand je quittai la maison. Il fallait environ 40 minutes de route pour rejoindre le pavillon du rivage. En chemin, je m'arrêtai dans un café pour prendre un café crème. Un petit plaisir que je m'accordais les jours spéciaux. Une gorgée de boisson chaude m'aida à me calmer un peu et à me mettre dans un état d'esprit positif. Après tout, pensai-je, aujourd'hui est le jour du mariage de mon fils unique. Je devrais être heureuse pour lui, quoi qu'il arrive. En approchant du pavillon, je vis que le parking était presque plein. Des gens en uniforme s'affairaient à l'entrée, le personnel du traiteur. Un sentiment étrange m'envahit un instant. C'était comme si je n'étais pas la mère du marié, mais une simple employée. « Bonjour, Madame Triste. » Violette m'accueillit à mon entrée dans le bâtiment. « Julien m'a demandé de vous dire qu'il est dans la chambre du marié, au 2e étage. Les filles ne sont pas encore là. » « Merci, Violette, lui souris-je. Comment se passent les préparatifs ? » « Tout se déroule comme prévu. » Elle consulta sa tablette. « La cérémonie commencera à 14 heures et les invités arriveront à partir de 13 heures. Oh, et encore une chose. Madame Harper m'a demandé de vous rappeler qu'après la cérémonie,
il faudra rapidement réarranger les chaises pour la réception pendant que les invités seront au vin d'honneur. J'acquiesçai, notant mentalement que même le jour du mariage de mon fils, on m'assignait des tâches d'organisation. Mais je décidai de ne pas m'attarder là-dessus. Je vais monter voir Julien, dis-je en me dirigeant vers les escaliers. La chambre du marié était une pièce spacieuse et lumineuse avec vue sur l'océan. Julien était près de la fenêtre, au téléphone. À côté de lui, 2 hommes, ses amis Marc et Laurent, s'occupaient de leur boutonnière. « Salut, maman !» Julien me fit un bref signe de tête, poursuivant sa conversation. Je saluai discrètement Marc et Laurent et m'assis sur le canapé, attendant que mon fils ait terminé. En écoutant des bribes de sa conversation d'affaires, même le jour de son mariage, je me suis souvenu de la façon dont j'avais préparé Julien pour son premier bal de promo. De sa nervosité, de la façon dont j'avais ajusté sa cravate en l'assurant que tout irait bien. À l'époque, il me regardait avec une telle confiance et une telle gratitude. « Désolé, maman. Appel urgent. » Julien termina enfin sa conversation et s'approcha de moi. « Merci d'être venu tôt. Carla va bientôt amener les filles. Tu es très élégante. » C'était probablement le commentaire le plus chaleureux qu'il m'ait fait depuis des mois. « Merci, mon chéri. Toi aussi, tu es magnifique. » Je me levai et voulus le serrer dans mes bras, mais Julien s'écarta légèrement, montrant son costume parfaitement repassé. « Ne le froisse pas, maman. Le photographe va bientôt arriver. » Je baissai les bras, ressentant une pointe de déception. « Bien sûr. Tu es stressé ? » « Stressé. » Julien sourit. « Pourquoi le serais-je ? Tout se déroule comme prévu. » « C'est normal d'être un peu nerveux le jour de son mariage, » dis-je doucement. « Ce n'est qu'un jour important de plus. » Julien haussa les épaules. « Tout est planifié dans les moindres détails. Il n'y aura pas de surprise. » Je regardai mon fils, essayant de déceler ne serait-ce qu'une lueur d'excitation ou de joie dans ses yeux. Mais il n'y avait que le calme maîtrisé d'un homme qui contrôle la situation. On frappa à la porte, et Carla entra avec Manon et Chloé. Mes petites filles, vêtues de robes crème assorties, se précipitèrent vers moi avec des cris de joie. « Mamie !» Je m'accroupis, ouvrant les bras, et les filles se jetèrent à mon cou, m'inondant d'une odeur de shampoing pour enfants et de bonbons au caramel. Mes jolies petites filles, j'embrassai chacune d'elles sur la joue. « Comme vous êtes belles aujourd'hui. » Papa a dit qu'on allait lancer des fleurs, annonça fièrement Manon, 7 ans. Et tout le monde va nous regarder, ajouta Chloé, 5 ans. Bien sûr qu'ils le feront, souris-je. Vous êtes les plus belles demoiselles d'honneur du monde. Carla, une brune élancée dans une robe bleu marine stricte, me fit un signe de tête discret. Notre relation était restée polie et distante depuis son divorce avec Julien, bien qu'elle m'ait toujours permis de voir ses petites filles. Éléonore. Elle me tendit la main. Vous avez l'air en forme. Merci, Carla. Vous aussi. Je lui serrai la main. Julien jeta à peine un regard à son ex-femme, concentrant toute son attention sur ses filles. Les filles, vous vous souvenez de ce dont on a parlé ? Il s'accroupit devant elles. Pas de course, pas de taches sur vos robes. Vous devez vous comporter comme de vraies jeunes filles. Oui, papa, répondirent les filles à l'unisson, devenant instantanément sérieuses. Je te les laisse, maman. Julien se redressa. Assure-toi qu'elles ne se salissent pas avant la cérémonie. Carla, tu restes ? Non, secoua-t-elle la tête. Je reviendrai pour la cérémonie. J'ai des choses à faire en ville. Après le départ de Carla, j'emmenai les filles dans un petit salon où des collations légères et du jus avaient été préparées pour elles. Nous passâmes les 2 heures suivantes à discuter, à lire des livres que j'avais judicieusement apportés, et à sortir périodiquement dans le couloir pour nous dégourdir les jambes. J'essayais de garder mes petites filles à l'écart des salles principales où les préparatifs battaient leur plein pour qu'elles ne salissent pas leurs robes. À midi, Violette passa la tête dans la pièce. « Madame Triste, les invités commencent à arriver. Madame Harper m'a demandé de vous dire que vous devez descendre dans le hall principal pour les accueillir. » « Bien sûr, acquiescez-je. Et les filles ? On les emmène sur le lieu de la cérémonie juste avant qu'elle ne commence. Ne vous inquiétez pas. La coordinatrice adjointe sera avec elle. J'embrassai mes petites filles et leur promis de les retrouver bientôt à la cérémonie. Puis je descendis dans le hall principal où les premiers invités se rassemblaient déjà. Je fus accueilli par Madame Harper, une femme sévère d'âge mûr avec un presse-papier à la main.
Ah, Madame Triste, vous voilà. Veuillez vous tenir ici et accueillir les invités du côté du marié. Dirigez-les vers le plan de table, dit-elle en désignant un grand chevalet avec les noms des invités. Portez une attention particulière à Monsieur et Madame Oudoir. Ce sont d'importants partenaires commerciaux de Julien. Je pris la place désignée, me sentant étrange. Habituellement, la mère du marié ne joue pas le rôle d'hôtesse à son propre mariage, mais je me dis que c'était peut-être une nouvelle tradition que j'ignorais. Les invités arrivèrent les uns après les autres. La plupart, je les voyais pour la première fois. Des associés de Julien, des amis d'Audrey, des gens de leur cercle commun. Seuls quelques-uns m'étaient familiers. Mon amie Rose, un couple de vieux amis de notre famille, des parents éloignés. Éléonore, ma chère. Rose, une femme énergique de mon âge aux cheveux gris courts, me serra fort dans ses bras. Comment tiens-tu le coup? Ça va, souris-je, heureuse de voir un visage familier. Merci d'être venue. Bien sûr que je suis venue, même si je dois dire que c'est étrange de te voir ici en tant qu'hôtesse au lieu de mère d'honneur du marié. Je donne juste un coup de main, dis-je en haussant les épaules, ne voulant pas aborder le sujet. Rose me lança un regard scrutateur, mais ne dit rien. Elle me connaissait trop bien et voyait la douleur derrière mon sourire. À 14 heures, tous les invités étaient rassemblés dans l'espace extérieur où devait avoir lieu la cérémonie. Des chaises décorées de rubans et de fleurs étaient disposées en rangées devant une arche couverte de roses et d'hortensias. L'océan scintillait au loin, créant une toile de fond parfaite pour les photos de mariage. Je pris ma place au premier rang, comme il se doit pour la mère du marié. Au moins, Julien n'avait pas changé cette tradition. Les parents d'Audrey s'assirent à côté de moi, m'accordant à peine un signe de tête. De l'autre côté de l'allée se trouvaient les invités d'honneur, principalement les partenaires commerciaux de Julien et les parents d'Audrey. La cérémonie commença à 14 heures précises. D'abord, Julien apparut, accompagné de Marc, son témoin. Ils se tinrent sous l'arche, attendant la mariée. Puis vinrent les demoiselles d'honneur, vêtues de robes rose pâle assorties. Derrière elles, jetant des pétales de rose de petits paniers, se trouvaient mes petites filles, sérieuses et concentrées comme jamais. Quand la musique de mariage commença, tout le monde se leva. Audrey apparut au bras de son père. Elle était magnifique dans une robe exquise d'un célèbre créateur, avec un voile flottant derrière elle comme un nuage léger. Je vis le visage de Julien s'adoucir à la vue de sa fiancée et je ressentis une vague de tendresse pour mon fils. Peu importe comment notre relation avait évolué, je lui souhaitais sincèrement le bonheur. La cérémonie fut courte et élégante. Les mariés échangèrent leurs vœux, que je remarquai très formels, sans sentimentalité excessive. Lorsqu'ils échangèrent les alliances et que l'officiant les déclara mari et femme, les invités éclatèrent en applaudissements. Après la cérémonie, tout le monde se dirigea vers l'espace du vin d'honneur pendant que le personnel réaménageait la salle de banquet principale. Je retrouvai mes petites filles qui, ayant rempli leur rôle, pouvaient maintenant se détendre un peu. Nous nous assîmes dans un coin tranquille, et j'écoutai leurs récits enthousiastes sur la façon dont elles avaient été les meilleures demoiselles d'honneur de tous les temps. Environ 1 heure plus tard, Madame Harper annonça que le banquet était prêt, et les invités commencèrent à se diriger vers la salle principale. Je pris les filles par la main et les conduisis à notre table. Pas la table d'honneur, bien sûr, mais celle réservée à la famille du marié, qui était placée à l'écart du centre de la salle. La salle de banquet était magnifique. Les arrangements floraux sur lesquels j'avais travaillé la veille créaient une atmosphère de jardin élégant. Nappes blanches, verres en cristal, couverts en argent. Tout scintillait sous le soleil de l'après-midi qui filtrait par les immenses fenêtres. Nous venions de nous asseoir quand Madame Harper s'approcha de moi avec une expression tendue. « Madame Triste, nous avons un problème, dit-elle à voix basse. Un des serveurs ne s'est pas présenté, et un autre vient de nous informer qu'il ne se sent pas bien. Julien a dit que vous étiez d'accord pour aider. » Je me figeai, n'en croyant pas mes oreilles. Était-ce vraiment en train d'arriver? Maintenant? Demandai-je, espérant avoir mal entendu. Oui. Malheureusement, la situation est critique. Le banquet va commencer, et nous n'avons pas assez de personnel pour servir les invités. Je cherchais Julien du regard. Il se tenait à la table d'honneur, parlant à l'un des invités. Sentant mon regard, il se tourna et me fit un signe de tête avec une expression qui disait clairement « Tu as promis d'aider. » « Et les filles ?» dis-je en désignant mes petites filles. « Carla est déjà là. Elle s'occupera d'elle, » répondit Madame Harper. Comme par hasard, Carla s'approcha de notre table.
Elle fronça les sourcils en voyant mon expression confuse. Quelque chose ne va pas. Madame Triste doit t'aider en cuisine, expliqua Madame Harper. Cela vous dérangerait de vous occuper des filles. Carla haussa les sourcils de surprise, mais t'acquiesça. Bien sûr, pas de problème. Je me levai, sentant mes joues brûler de honte et d'humiliation. Ma robe bleue est dans mon sac, dans la chambre du marié, dis-je à Madame Harper. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça. Elle fit un geste de la main. Nous n'avons pas le temps de vous changer. Mettez simplement un tablier par-dessus votre robe. C'était la goutte d'eau. Non seulement je devais travailler au mariage de mon propre fils, mais je devais le faire dans la robe que j'avais choisie spécialement pour l'occasion, avec un tablier par-dessus. Je reviens tout de suite, dis-je à mes petites filles, en essayant de garder une voix normale. Madame Harper me conduisit en cuisine où régnait un chaos organisé. Cuisiniers et assistants s'affairaient à préparer les plats pour l'entrée. Les serveurs s'alignaient pour recevoir leurs dernières instructions. Tenez. On me tendit un tablier blanc et on me donna de brèves instructions sur ce qu'il fallait faire. Vous servirez les tables 17 à 21. D'abord les salades, puis le plat principal. Essayez de travailler rapidement et discrètement. Je nouai le tablier autour de moi avec des mains tremblantes. Une seule pensée pulsait dans ma tête. Comment en suis-je arrivée là? Comment moi, la mère du marié, me suis-je retrouvée en cuisine en tant que serveuse? Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. On me tendit un plateau de salade et je sortis dans la salle. La première table que je devais servir n'était pas loin de la table d'honneur. En m'approchant, je sentis les regards des invités sur moi, surpris, compatissants, et parfois ouvertement moqueurs. N'est-ce pas la mère de Julien? Entendis-je quelqu'un murmurer alors que je posais une assiette devant l'un des invités. Pourquoi travaille-t-elle comme serveuse? Aucune idée, répondit une autre voix. Peut-être qu'ils ont des problèmes financiers. J'essayai de ne pas écouter, me concentrant sur ma tâche. Assiette après assiette, table après table. Mes mains travaillaient automatiquement, mais mes pensées vagabondaient. Je me suis souvenu comment, il y a 20 ans, Robert et moi avions investi presque toutes nos économies dans la première entreprise de Julien. Comment j'étais restée avec lui tard dans la nuit pour l'aider à trier les factures et les déclarations de revenus. Comment Robert et moi nous relayions pour livrer les commandes aux clients parce que Julien ne pouvait pas se permettre un service de livraison. Je me suis souvenu comment, après la mort de Robert il y a 5 ans, Julien m'avait convaincu d'investir le reste de notre argent dans son entreprise. Ce sera ton fonds de retraite, maman, avait-il dit. L'entreprise est en pleine croissance et les actions ne feront que monter. Je me suis souvenu des nuits blanches que j'avais passées avec les petites Manon et Chloé lorsque le mariage de Julien et Carla battait de l'aile. Comment j'avais mis de côté mes projets de voyage, le voyage dont j'avais rêvé toute ma vie, pour être là et aider avec les filles pendant que leurs parents traversaient un divorce. Tout cela me traversa l'esprit alors que je posais machinalement les assiettes devant les invités, affichant un sourire forcé et essayant d'être aussi discrète que possible. Du coin de l'œil, je voyais Julien et Audrey à la table d'honneur. Ils riaient, acceptaient les félicitations, l'air heureux et insouciant. À côté d'eux étaient assis les parents d'Audrey et un homme âgé, apparemment le même oncle Franck pour qui on m'avait écarté. J'eus soudain envie de partir, de tout laisser tomber et de rentrer chez moi, de me glisser sous les couvertures et de me laisser enfin pleurer. Mais je ne pouvais pas faire ça. Pas aujourd'hui. Pas au mariage de mon fils, peu importe ce qu'il était devenu. Après les salades, ce fut le tour du plat principal. Je retournai en cuisine pour prendre d'autres plateaux. Le chef cuisinier me lança un regard compatissant. « C'est dur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en me tendant un autre plateau. J'ai connu pire, tentai-je de sourire, mais mes lèvres ne m'obéissaient pas. Vous savez, je travaille ici depuis 15 ans, dit-il en baissant la voix. Et c'est la première fois que je vois la mère d'un marié travailler en cuisine. C'est inhabituel. Oui, fut tout ce que je pus dire. Je continuai à travailler, essayant de ne pas croiser le regard des personnes que je connaissais personnellement, mais c'était impossible. Rose, ma meilleure amie, était assise à l'une des tables que je servais. Quand je m'approchai d'elle avec un plateau, elle demanda à voix basse. « Éléonore, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi travailles-tu au banquet? » « On manque de personnel, répondis-je tout aussi bas. Julien m'a demandé d'aider. La colère brilla dans les yeux de Rose. C'est scandaleux. Tu es la mère du marié. S'il te plaît, ne fais pas de scène, dis-je en la regardant d'un air implorant. Pas aujourd'hui.
Rose pinça les lèvres, mais t'acquiesça. Le plus difficile fut de passer devant la table où mes petites filles étaient assises avec Carla. Les filles me regardaient avec de grands yeux, ne comprenant pas pourquoi leur grand-mère était soudainement devenue une serveuse. « Mamie, pourquoi tu travailles ?» demanda Manon alors que je posais une assiette devant elle. « J'aide juste un peu, ma chérie. » J'essayais de sourire le plus naturellement possible. Il manque de personnel, et papa m'a demandé de dépanner. « Mais tu es une grand-mère, pas une serveuse, » fit remarquer Chloé, sage pour son âge. « Parfois, même les grand-mères peuvent être des serveuses. » Je lui fis un clin d'œil. « C'est comme un jeu. » Carla me regarda avec une expression indéchiffrable, mais je crus voir une lueur de sympathie dans ses yeux. Lorsque le plat principal fut servi, il y eut une courte pause avant le dessert. Je retournai en cuisine et m'assis sur une chaise dans un coin, les jambes et le dos endoloris. 65 ans n'est pas le meilleur âge pour être serveuse, surtout sans formation. Mes pensées retournèrent au passé, à la façon dont Julien avait changé au fil des ans. Quand cette dérive avait-elle commencé? Quand mon fils attentionné s'était-il transformé en un homme pour qui le statut et les apparences étaient plus importants que les sentiments de sa propre mère? Peut-être que cela avait commencé avec ses premiers grands succès en affaires. Ou après son divorce avec Carla, quand il avait commencé à fréquenter des femmes de cercles sociaux plus élevés. Ou était-ce l'influence d'Audrey et de sa famille, pour qui le statut social était tout? Je ne sais pas. Mais quelque part en chemin, j'avais perdu mon fils. Le garçon. Qui m'apportait des bouquets de fleurs sauvages cueillies sur le chemin de l'école. L'adolescent qui me défendait farouchement quand un voisin avait fait une blague déplacée à mon sujet. Le jeune homme qui jurait de toujours prendre soin de ses parents une fois qu'ils seraient sur pied. Maintenant, à sa place, se trouvait un étranger, un homme d'affaires prospère pour qui j'étais devenu un rappel gênant de ses origines modestes. Soudain, je pensais aux actions de l'entreprise de Julien que j'avais achetées après la mort de Robert. Je les avais toujours, et pour autant que je sache, leur valeur avait considérablement augmenté depuis. Peut-être était-il temps de réfléchir à ce que j'allais en faire. Le mariage se termina vers minuit. Je partis dès que j'eus l'occasion de m'éclipser discrètement, juste après que les jeunes mariés eurent coupé le gâteau et ouvert le bal. Personne ne remarqua mon absence, pas même Julien, qui était trop occupé à accepter les félicitations d'invités importants. Le trajet du retour fut flou. Je conduisais lentement, tournant automatiquement le volant aux intersections familières, remarquant à peine les rares voitures et les rues désertes de Belle-Rivière. Les échos de la musique du mariage résonnaient encore dans ma tête, mêlés au chuchotement des invités quand ils m'avaient vu avec le plateau et le tablier. Après avoir garé la voiture près de la maison, je restai assise en silence pendant quelques minutes, incapable de trouver la force de sortir. Finalement, prenant une profonde inspiration, je me forçai à quitter la voiture et à me diriger vers la porte. Ma maison m'accueillit avec son silence habituel. J'allumai machinalement la lumière dans le couloir, enlevai mes chaussures qui m'avaient écorché les pieds, et allai dans la cuisine. Je me versai un verre d'eau mais ne le bus pas. Je le posai simplement sur la table et m'effondrai sur une chaise. La robe turquoise foncée que j'avais si soigneusement choisie pour le mariage de mon fils me semblait maintenant étrangère. Je dézippai la fermeture et la laissai tomber à mes pieds, me retrouvant en sous-vêtements. Puis je ramassai la robe et la suspendis soigneusement au dossier d'une chaise. Une vieille habitude de prendre soin des choses. Même si je doute de la porter à nouveau un jour, elle était désormais chargée de trop de souvenirs humiliants. Je restai longtemps sous la douche chaude dans la salle de bain, comme pour essayer d'effacer non seulement l'épuisement physique, mais aussi l'humiliation morale de la journée. L'eau coulait sur mon corps, se mêlant aux larmes que je m'autorisais enfin à verser. Enveloppé dans un vieux peignoir en éponge, j'allai dans la chambre et m'allongeai sur le lit sans allumer la veilleuse. Le clair de lune filtrait par la fenêtre sans rideau, projetant d'étranges motifs sur le mur. Je les fixai, essayant de me distraire de mes pensées, mais elles revenaient obstinément aux événements de la journée. Je revoyais le visage de Julien me regardant depuis la table d'honneur. Un regard fugace qui ne montrait ni gratitude ni regret, seulement la confirmation professionnelle que je remplissais mon rôle. Je revoyais les regards surpris et compatissants des invités alors que je posais les assiettes devant eux. J'entendais les chuchotements dans mon dos. C'est la mère de Julien? Pourquoi travaille-t-elle comme serveuse? L'horloge sur la table de chevet indiquait 2 heures du matin, mais le sommeil ne venait pas. Je me levai, enfilai mon peignoir et descendis à la cuisine. Je me fis un thé et m'assis à la table, regardant par la fenêtre la rue calme éclairée par quelques lampadaires.
Mes pensées revinrent au jour où Julien était venu me proposer d'investir dans son entreprise. C'était peu après la mort de Robert. J'étais encore en plein deuil, essayant de m'habituer à la vie sans l'homme avec qui j'avais partagé 40 ans. « Maman, je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais je veux te parler de l'avenir », avait dit Julien, assis en face de moi à cette même table de cuisine. « Quel avenir ?» avais-je demandé, distraitement, en remuant mon thé. « Ton avenir financier », avait-il dit en posant des papiers devant moi. Je sais que papa et toi aviez des économies, et j'ai pensé que la meilleure façon de t'assurer un revenu stable serait de les investir dans mon entreprise. Je me souviens du regard sceptique que je lui avais lancé. Robert avait toujours été contre le fait de mettre tout notre argent au même endroit. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, disait-il souvent. Je ne suis pas sûr, Julien, avais-je répondu. Ton père a toujours cru à la diversification des investissements. Papa avait raison pour son époque. Julien avait souri avec une légère condescendance. Mais nous sommes dans une autre ère. Mon entreprise connaît une croissance stable. Nous avons de nouveaux contrats, des marchés prometteurs. Regarde juste ces graphiques, avait-il dit en montrant les papiers. Je regardais les chiffres et les graphiques, sans y comprendre grand-chose. Julien m'expliqua patiemment comment fonctionnait l'entreprise, comment le prix des actions augmentait et quels dividendes je pourrais recevoir. Mais le plus important, maman, avait-il ajouté, c'est la sécurité de ton investissement. Tu posséderas une partie de l'entreprise familiale. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est l'héritage de papa que nous continuons ensemble. L'héritage de Robert. Cet argument m'avait touché. Robert était si fier de son fils, si heureux de sa réussite en affaires. C'était peut-être la meilleure façon d'honorer sa mémoire. Combien me demandes-tu d'investir ? Avais-je demandé à l'époque. Julien avait nommé un chiffre qui représentait près de 80% de nos économies. J'avais hésité, mais mon fils avait été insistant. Pense à l'avenir, maman. Pense à tes vieux jours, à ne dépendre de personne. Ces actions, c'est ta liberté et ta sécurité. Ce jour-là, j'avais accepté. J'avais signé tous les papiers, transféré l'argent et était devenu propriétaire d'une participation assez importante dans « Matériaux de construction Triste ». À l'époque, c'était une petite entreprise en pleine croissance qui fournissait des matériaux de construction. Julien ne s'était pas trompé sur la croissance de l'entreprise. En 5 ans, elle s'était considérablement développée, ouvrant de nouvelles branches d'activité et augmentant sa clientèle. La valeur de mes actions avait presque triplé. Je recevais des dividendes réguliers qui me permettaient de vivre confortablement sans me soucier de l'argent. Mais à quoi bon l'indépendance financière quand votre propre fils vous traite comme une nuisance agaçante ? Je me levai de table et m'approchai de la fenêtre. Belle-Rivière était magnifique la nuit, endormie tranquillement. Quelque part là-bas, dans un hôtel de luxe au bord de l'océan, mon fils et sa nouvelle femme passaient leur nuit de noces. Demain, ils s'envoleraient pour leur lune de miel, un voyage de 2 semaines en Europe, et je resterais ici, dans ma maison silencieuse, avec mes pensées, mes souvenirs, et les actions de son entreprise. Les actions. La pensée qui m'avait traversé l'esprit pendant le mariage revenait maintenant avec une force renouvelée. Et si je les vendais ? Pas seulement les vendre, mais les vendre aux concurrents de Julien. Vincent Durand, propriétaire de « Matériaux de construction Durand », était le principal concurrent de Monfissa. Belle-Rivière. Leurs entreprises se battaient pour les mêmes contrats, les mêmes clients. Julien mentionnait souvent Durand à la maison, toujours avec irritation et hostilité. Ce vieux renard nous a encore volé un client, se plaignait-il. Durand utilise ses relations à la mairie pour bloquer nos offres, fulminait-il une autre fois. Je n'avais jamais rencontré Vincent Durand en personne, mais d'après les récits de Julien, je l'imaginais comme un requin des affaires impitoyables, prêt à détruire n'importe quel concurrent. Mais si je lui proposais mes actions ? D'après ce que j'avais compris des conversations de Julien avec ses partenaires commerciaux, qui se tenaient parfois chez moi, ma participation était suffisamment importante pour intéresser un concurrent. Pas une participation de contrôle, bien sûr, mais une participation significative. Je retournai à la table et ouvris mon ordinateur portable. Le vieil mais fiable ordinateur démarra lentement. Je me connectai à ma messagerie, puis ouvris le dossier où je conservais les copies électroniques de tous mes documents importants. Ils étaient là, les documents relatifs aux actions. Je les étudiai attentivement, essayant de déterminer quelle part de l'entreprise je possédais. Selon le dernier rapport que Julien m'avait envoyé il y a environ 6 mois,
mes actions représentaient 15% de la société. Pas assez pour influencer les décisions stratégiques, mais assez pour susciter l'intérêt d'un concurrent. J'ouvris mon navigateur et tapai « Matériaux de construction Durand » dans la barre de recherche. Le site web de l'entreprise avait l'air professionnel et moderne. Je trouvai la section « À propos » et vis une photo de Vincent Durand, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux bruns grisonnants et au regard attentif. Vincent Durand a fondé l'entreprise en 1995, lisait-on sous la photo. Depuis lors, Matériaux de construction Durand est devenu l'un des principaux fournisseurs de matériaux de construction à Belle-Rivière et ses environs. Notre mission est de fournir à nos clients des matériaux de qualité à un prix juste, tout en maintenant le plus haut niveau de service. Rien de particulièrement remarquable, un texte d'entreprise standard. Mais j'ai été intrigué par la section sur la responsabilité sociale. Il s'est avéré que l'entreprise de Durand était activement impliquée dans des projets caritatifs, sponsorisant une équipe sportive locale pour enfants et un programme de plantation d'arbres en ville. Cela ne correspondait pas à l'image de prédateur impitoyable que Julien avait peinte. Cependant, je comprenais que la charité pouvait simplement faire partie d'une stratégie de relations publiques. Je trouvai les coordonnées de l'entreprise et notai le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Puis je me penchai en arrière sur ma chaise, réfléchissant à ma prochaine action. Étais-je prête à franchir un pas aussi radical ? Vendre les actions de l'entreprise de mon fils à son principal concurrent serait un véritable coup de poignard dans le dos. Julien ne me le pardonnerait jamais. Mais ne m'avait-il pas poignardé dans le dos aujourd'hui ? Ne m'avait-il pas humilié devant tout le monde en me faisant travailler comme serveuse à son mariage ? Ne m'avait-il pas écarté de la table d'honneur comme si j'étais une étrangère ? Je me suis souvenu de son regard froid, de son ton condescendant, de sa volonté de sacrifier ma dignité pour impressionner ses partenaires commerciaux. Je me suis souvenu de la façon dont il m'avait présenté aux parents d'Audrey, comme s'il s'excusait de mon existence. Non, je ne voulais pas me venger. Je voulais juste qu'ils comprennent qu'on ne peut pas traiter les gens de cette façon, surtout ceux qui vous ont soutenu toute votre vie. Peut-être que la perte d'une part importante de l'entreprise serait une leçon pour lui. De plus, j'avais tout à fait le droit de disposer de mes actions comme je l'entendais. C'était mon argent, mon investissement. Julien soulignait toujours que c'était mon indépendance financière. Eh bien, il était temps de profiter de cette indépendance. J'ouvris un nouveau message et commençai à taper. « Cher Monsieur Durand, je m'appelle Éléonore Triste et je suis propriétaire de 15% des actions de la société Matériaux de construction Triste. Je souhaiterais discuter avec vous de la possibilité de vendre ces actions à votre entreprise. Si cette offre vous intéresse, je serais heureuse de vous rencontrer pour discuter des détails. Cordialement, Éléonore Triste. » Mon doigt plana au-dessus du bouton « Envoyer ». Il n'était pas trop tard pour changer d'avis. Je pouvais fermer le message, éteindre l'ordinateur et aller me coucher. Je pouvais retrouver Julien après son retour de lune de miel, essayer de lui parler, lui expliquer mes sentiments. Peut-être comprendrait-il, s'excuserait-il. Mais au fond de moi, je savais que cela n'arriverait pas. Julien était trop immergé dans son monde d'ambition et de statut pour considérer sincèrement mes sentiments. Pour lui, j'étais une relique du passé, un rappel gênant des origines modestes qu'il essayait si fort d'oublier. Je cliquai sur « Envoyer ». Le message était parti, et je ressentis un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Que allait-il se passer ensuite ? Durand répondrait-il ? Serait-il intéressé par mon offre ? Et comment réagirait Julien en l'apprenant ? Je fermai mon ordinateur portable et retournai dans ma chambre. Il était presque 4 heures du matin, mais je ne trouvais toujours pas le sommeil. Je restai allongé, le regard fixé au plafond, pensant à la façon dont ma vie avait changé ces dernières années. Après la mort de Robert, je m'étais progressivement éloigné de beaucoup de mes amis. Ce n'était pas intentionnel. C'est juste arrivé comme ça. La plupart de nos amis communs étaient des couples mariés, et je me sentais comme la 5e roue du carrosse quand j'étais avec eux. Seuls mes amis les plus proches, comme Rose, étaient restés. Ma fille Aurore vivait dans une autre ville, à 6 heures de route de Belle-Rivière. Nous nous parlions au téléphone une fois par semaine et nous nous voyions quelques fois par an. Elle m'avait proposé de m'installer chez elle, mais j'avais refusé. Je ne voulais pas être un fardeau pour sa jeune famille. Julien était la seule personne proche qui me restait. Malgré son éloignement croissant, je m'accrochais à notre relation. Peut-être trop. C'est peut-être ce qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Mais maintenant, quelque chose avait changé.
L'humiliation du mariage avait été la goutte d'eau. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Je ne pouvais plus continuer à jouer le rôle de la mère arrangeante que l'on pouvait mettre de côté quand elle ne cadrait pas avec l'image d'une vie parfaite. La lettre à Durand était le premier pas vers quelque chose de nouveau, vers la libération des illusions, vers l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Mais je savais que je n'accepterais plus en silence le mépris de mon fils. Je ne sacrifierais plus ma dignité pour son approbation. Avec cette pensée, je sombrai enfin dans un sommeil agité. Je me suis réveillé tard, vers 11 heures. J'avais la tête lourde par manque de sommeil et la gorge sèche. Je me suis levé avec difficulté et me suis traîné jusqu'à la salle de bain. L'eau froide sur mon visage m'a un peu rafraîchi, mais la fatigue et l'épuisement émotionnel de la veille se faisaient encore sentir. Dans la cuisine, j'ai machinalement allumé la cafetière et sorti quelques œufs du réfrigérateur pour le petit déjeuner. Les gestes familiers m'aidaient à ne pas penser à ce qui s'était passé hier et à ce que j'avais fait pendant la nuit. Ce n'est qu'une fois assise à table avec une tasse de café et des toasts que je me suis autorisée à allumer mon téléphone. Il y avait plusieurs messages de félicitations d'amis qui n'étaient pas au mariage. Un appel d'Aurore. Il faudrait que je la rappelle plus tard. Et un nouvel email. De Vincent Durand. Mon cœur fit un bond quand je vis son nom dans ma boîte de réception. Il avait répondu, et très rapidement. L'email était arrivé à 7h30 du matin. J'ouvris le message, sentant mes mains trembler. Chère Madame Triste, merci pour votre message. Je suis intéressé par votre proposition et serais heureux de vous rencontrer pour discuter des détails. Je vous propose de nous voir à mon bureau aujourd'hui à 15 heures, si cela vous convient. L'adresse est 42, Promenade du Rivage, Centre d'affaires MACA, 8e étage. Cordialement, Vincent Durand. Aujourd'hui. Il veut me rencontrer aujourd'hui. Tout cela arrive trop vite. Je pris une gorgée de café, essayant de rassembler mes esprits. Peut-être devrais-je reporter le rendez-vous. Me donner le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Peut-être que dans quelques jours, une fois mes émotions calmées, je réaliserai que je ne veux pas faire ça. Mais une autre partie de moi savait que la procrastination ne ferait qu'accroître mes doutes. Si je voulais vraiment le faire et après l'humiliation d'hier, je le voulais vraiment, il valait mieux agir de manière décisive. Je répondis à l'email, confirmant le rendez-vous. Le centre d'affaires MACA dominait les autres bâtiments de ce quartier de Belle-Rivière, ses panneaux de verre scintillant sous le soleil de l'après-midi. Je n'étais jamais venu ici. Cette partie de la ville avait été aménagée relativement récemment, et je n'avais jamais eu de raison de m'y rendre. Julien tenait parfois des réunions dans l'un des restaurants locaux, mais son bureau était situé dans un quartier d'affaires plus traditionnel, plus proche du centre. Je garai ma voiture dans le parking souterrain et restai assise quelques minutes, rassemblant mes pensées. Dans le rétroviseur, je vis mon reflet. Une femme qui n'était plus jeune, avec des cheveux gris soigneusement coiffés, vêtue du tailleur bleu marine strict que je portais à toutes les réunions importantes depuis 10 ans. Le tailleur était un peu plus ample qu'avant. J'avais perdu du poids après la mort de Robert et ne l'avais jamais repris. « Qu'est-ce que tu fais, Éléonore » me demandai-je. Étais-je vraiment prête à vendre les actions de Julien à son principal concurrent? N'était-ce pas une mesure trop radicale? Mais je me suis souvenu de l'humiliation de la veille. Le tablier sur ma robe de fête. Les regards surpris des invités, les chuchotements dans mon dos. Et les yeux froids de Julien quand il m'avait fait un signe de tête comme si j'étais une employée, pas sa mère. Non, je n'agissais pas sur un coup de tête. Cette décision mûrissait depuis longtemps, mais la veille avait été la goutte d'eau. Je pris une profonde inspiration, attrapai mon sac avec mes documents, et sortis de la voiture. L'ascenseur me conduisit au 8e étage, où se trouvait le bureau de « Matériaux de construction Durand ». Des portes en verre avec le logo de l'entreprise donnaient sur une réception spacieuse avec de confortables fauteuils en cuir et une table avec des magazines d'affaires. Une jeune femme avec un chignon soigné de cheveux bruns était assise derrière le bureau de la réception. « Bonjour », dis-je en m'approchant du bureau. « Mon nom est Éléonore Triste. J'ai rendez-vous avec Monsieur Durand à 15 heures. » La femme sourit et vérifia quelque chose sur son ordinateur. « Oui, Madame Triste. Monsieur Durand vous attend. Laissez-moi vous conduire à son bureau. » Elle se leva et me fit traverser un couloir aux parois de verre transparentes, derrière lesquelles je pouvais voir les employés de l'entreprise au travail. Tout semblait moderne et élégant. Mobilier minimaliste, dernier modèle d'ordinateur, beaucoup de lumière et d'espace.
Nous nous arrêtâmes à la porte au bout du couloir. La secrétaire frappa, attendit une réponse, et ouvrit la porte, me laissant entrer la première. « Madame Triste, je vous en prie. » Le bureau de Vincent Durand était spacieux et lumineux, avec une baie vitrée panoramique donnant sur l'océan. Le propriétaire du bureau se leva de son siège pour m'accueillir. Un homme grand, d'environ 59 ans, aux cheveux bruns soigneusement coupés et parsemés de gris, et aux yeux bruns attentifs. « Madame Triste, je suis ravi de vous rencontrer, » dit-il en me tendant la main. « Vincent Durand. »« Éléonore Triste, » dis-je en lui serrant la main. La poignée de main était ferme mais pas excessive. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit-il en désignant une chaise devant son bureau. « Souhaitez-vous un café ou un thé ?»« Un thé, si cela ne vous dérange pas, » répondis-je en m'enfonçant dans un confortable fauteuil en cuir. Durand appuya sur un bouton de son téléphone et demanda à sa secrétaire d'apporter du thé et du café. Puis il s'assit en face de moi, croisant les mains sur la table. « Je dois admettre que votre lettre m'a surpris. » Commença-t-il. « Une agréable surprise, bien sûr. » Je le regardai droit dans les yeux. « Je suppose que vous savez qui je suis et pourquoi je suis venu vous voir. »« Bien sûr, » acquiesça-t-il. « Vous êtes la mère de Julien Triste, mon principal concurrent sur le marché des matériaux de construction de Belle-Rivière. Et comme l'indique votre lettre, vous possédez 15% des actions de son entreprise. » À ce moment, une secrétaire entra dans le bureau avec un plateau contenant une tasse de thé, une tasse de café et une petite assiette de biscuits. Elle posa le plateau sur la table et sortit silencieusement. Je pris une gorgée de thé, rassemblant mes esprits. La franchise de Durand me décontenança un peu. Je m'attendais à un début de conversation plus prudent. « Oui, c'est exact, » confirmai-je. « Et j'envisage de vendre ces actions. Puis-je vous demander pourquoi ?» Durand se pencha en arrière dans son fauteuil, m'étudiant attentivement. « Pour autant que je sache, l'entreprise de votre fils se porte très bien. » La question me prit au dépourvu. Je n'étais pas prête à discuter de motifs personnels avec un étranger, surtout un concurrent de Julien. Mais il y avait quelque chose dans la manière de Durand, directe, professionnelle, mais pas agressive, qui encourageait la franchise. « Disons simplement que je pense qu'il est temps de diversifier mes investissements, » répondis-je après une courte pause. « Et vous, pour autant que je sache d'après les conversations avec mon fils, vous vous intéressez à son entreprise depuis longtemps. » Durand sourit légèrement. « Votre fils a mentionné mon nom dans ses conversations ? Pas dans les termes les plus flatteurs, j'imagine. » Je ne vais pas tourner autour du pot. Je souris faiblement en réponse. Dans son esprit, vous êtes en quelque sorte l'antagoniste principal de l'histoire de son entreprise. Durand rit sincèrement, sans malice. Oui, Julien est très émotif en affaires. Il prend la concurrence trop personnellement. Je ne suis pas comme ça. Pour moi, ce n'est qu'une partie du jeu. Et pour lui, c'est une question de vie ou de mort, soupirai-je. Exactement. Et cela le rend vulnérable, haussa les épaules Durand. Mais revenons à notre accord potentiel. Êtes-vous vraiment prête à vendre vos actions ? Oui, acquiesçai-je, sentant mon pouce accélérer. À condition que le prix soit juste. Bien sûr. Bien sûr, sourit Durand. Avez-vous un montant précis en tête ? Je sortis un dossier de documents de mon sac. J'ai ici les derniers rapports sur les cours des actions et les dividendes. Mais je suppose que vous avez vos propres informations sur la valeur marchande de l'entreprise de mon fils. Bien sûr, acquiesça-t-il. Nous suivons le marché de près. Laissez-moi vous faire une offre. Il nomma un chiffre qui me fit hausser les sourcils de surprise. C'était environ 30% de plus que la valeur marchande actuelle de mes actions. C'est une offre généreuse, dis-je prudemment. Je dirais juste, sourit-il, avec peut-être une petite prime pour la valeur stratégique de cette participation. Je comprenais qu'il ne surpayait pas sans raison. Acheter 15% des actions d'un concurrent était une démarche stratégique sérieuse. Cela lui donnait la possibilité d'influencer les décisions, d'obtenir des informations internes, et peut-être même d'initier une fusion. « Que comptez-vous faire de ces actions ?» demandai-je sans détour. Durand marqua une pause, comme s'il décidait de son degré de franchise avec moi. « Initialement, simplement les détenir, dit-il finalement. Peut-être augmenter notre participation au fil du temps en achetant des actions d'autres actionnaires minoritaires. À long terme. » Il fit une pause. « Qui sait ?
Le marché des matériaux de construction à Belle-Rivière n'est pas assez grand pour que deux grandes entreprises coexistent confortablement. Une fusion pourrait être une étape logique. Julien n'acceptera jamais une fusion. Je secouai la tête. Il tient trop à son indépendance. Peut-être, admit Durand. Mais les affaires sont les affaires. Si l'offre est assez attractive, les actionnaires pourraient faire pression sur lui. Ces mots me firent réfléchir. En vendant mes actions, je ne quittais pas seulement l'entreprise de Julien. Je créais potentiellement une situation où il pourrait perdre le contrôle de sa société. Étais-je prête à cela? Je repensais à la veille. Le tablier que j'avais dû porter sur ma robe de fête. Les chuchotements des invités derrière moi. La honte et l'humiliation que j'avais ressenties en servant à table au mariage de mon propre fils. Oui, j'étais prête. C'était peut-être cruel, mais Julien méritait une leçon depuis longtemps. Une leçon sur le fait de ne pas prendre pour acquis les personnes qui vous ont aidé à devenir qui vous êtes. Revenons à votre offre, dis-je en me redressant sur ma chaise. Le montant me convient. Quelles sont les prochaines étapes? Durand sembla un peu surpris par ma détermination, mais il se reprit rapidement. Excellent. Dans ce cas, je vais demander à mon avocat de préparer tous les documents nécessaires. Cela prendra un peu de temps. Vous voudrez peut-être que votre avocat les examine. Je n'ai pas d'avocat personnel. Je secouai la tête. Mais je peux en engager un à cet effet. Je vous le recommanderais. Acquiesça Durand. C'est toujours mieux quand les deux parties sont confiantes dans la solidité juridique d'une transaction. Il sortit un porte-carte de visite de son tiroir et m'en tendit une. Voici les coordonnées d'un cabinet d'avocats avec lequel nous travaillons souvent. Ils pourront vous recommander un bon spécialiste qui n'aura aucun conflit d'intérêt avec nous. Je pris la carte et la mis dans mon sac. Merci. Je les contacterai. Parfait, sourit Durand. Alors, fixons la prochaine réunion pour quand les documents seront prêts. Que diriez-vous de mercredi prochain, à la même heure? Ça me va. Acquiesçai-je. Parfait. Il se leva de la table, signalant que la réunion était terminée. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Éléonore. Puis-je vous appeler par votre prénom? Bien sûr. Je me levai aussi. Ce fut un plaisir de vous rencontrer également, Vincent. Nous nous serrâmes la main et je me dirigeai vers la porte. Sur le seuil, je m'arrêtai et me retournai. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr, dit-il, l'air légèrement surpris. Julien vous décrit comme un concurrent impitoyable qui ferait n'importe quoi pour gagner. Est-ce vrai? Durand marqua une pause. Je suis un concurrent. C'est vrai. Et je m'efforce de gagner. C'est également vrai. Mais impitoyable? Non. Il secoua la tête. Je dirais que je suis simplement un réaliste. Les affaires ne sont pas personnelles. Ce sont juste les affaires. Votre fils ne semble pas l'avoir encore totalement compris. J'acquiesçai, acceptant sa réponse, et quittai le bureau. Sur le chemin du retour, je pensais à notre rencontre. Vincent Durand n'était pas du tout ce que Julien avait décrit. Ce n'était pas un requin des affaires prêt à déchiqueter ses concurrents, mais un homme calme, posé, qui faisait simplement son travail. Peut-être que Julien était en effet trop émotif dans leur rivalité. La semaine suivante fut consacrée à la préparation de la transaction. Je contactai le cabinet d'avocats que Durand m'avait recommandé, et ils m'orientèrent vers une avocate, maître Alice Martin, spécialisée en droit des sociétés. Nous nous rencontrâmes à son cabinet et je lui expliquai la situation. Donc, vous voulez vendre les actions de votre fils dans l'entreprise à son principal concurrent, précisa-t-elle, prenant des notes dans son carnet. Oui, c'est exact, acquiesçai-je. Puis-je vous demander pourquoi? Elle leva les yeux vers moi. Cela pourrait être important pour la structuration de l'accord. J'hésitai, ne voulant pas entrer dans les détails de ma relation personnelle avec Julien. Mais j'avais besoin de bons conseils, et pour cela, l'avocate avait besoin du tableau complet. Disons simplement que mon fils et moi avons eu quelques différends, commençai-je prudemment. Je ne crois plus qu'être actionnaire de son entreprise soit dans mon meilleur intérêt. Alice hocha la tête, sans paraître particulièrement surprise. Je vois. Dans ce cas, il y a quelques points auxquels nous devons prêter une attention particulière. Premièrement, votre fils ou l'entreprise pourrait avoir un droit de préemption sur l'achat de vos actions. Avez-vous vérifié les statuts de la société ou le pacte d'actionnaires?
Je secouai la tête. J'avais des copies de ces documents, mais je ne les avais jamais étudiés en détail. Non, je ne l'ai pas fait. Alors ce sera notre première étape, nota-t-elle dans son carnet. Si un tel droit existe, nous devrons d'abord proposer les actions à votre fils ou à l'entreprise, et seulement s'il refuse, nous pourrons les vendre à un tiers. C'était une nouvelle désagréable. Si Julien apprenait mon intention de vendre les actions, il essaierait sûrement de les acheter lui-même pour éviter qu'elles ne tombent entre les mains d'un concurrent. Et si je vends simplement les actions à Durand sans les proposer d'abord à mon fils? Demandai-je. S'il y a une clause dans les statuts ou le pacte d'actionnaires, une telle transaction pourrait être contestée en justice et déclarée invalide, répondit Alice. Examinons d'abord les documents et déterminons nos options. Je lui donnai tous les documents relatifs à ma participation et nous convînmes de nous revoir dans 2 jours, une fois qu'elle les aurait examinés. Je passai ces 2 jours dans une attente nerveuse. Et si Julien avait vraiment un droit de préemption? Tout mon plan de vente de mes actions à Durand tomberait à l'eau. D'un autre côté, s'il achetait mes actions, je recevrais quand même l'argent et pourrais commencer une nouvelle vie indépendante de lui. Mais alors, je ne pourrais pas lui donner la leçon que je voulais lui donner. Lors de notre réunion suivante, Alice apporta de bonnes nouvelles. J'ai examiné tous les documents, dit-elle. Les statuts de la société contiennent bien un droit de préemption, mais il ne s'applique qu'aux actions acquises lors de l'offre publique initiale. Vos actions ont été achetées sur le marché secondaire, après la création de la société. Par conséquent, vous êtes en droit de les vendre à n'importe quel acheteur sans les proposer d'abord aux actionnaires existants. Je me sentis soulagé. Donc, nous pouvons poursuivre la transaction avec Durand. Oui, d'un point de vue juridique, il n'y a aucun obstacle, acquiesça Alice. J'ai examiné les documents envoyés par l'avocat de M. Durand, et ils sont globalement conformes à la pratique standard. Il y a quelques points que je recommanderais de modifier en votre faveur, mais rien de radical. Nous discutâmes des détails de l'accord, et Alice suggéra plusieurs modifications au contrat qui protégeraient mieux mes intérêts. J'acceptai ses recommandations, et elle envoya les propositions correspondantes à l'avocat de Durand. Le mercredi suivant, je retournai au bureau de « Matériaux de construction Durand ». Cette fois, je fus accueilli non seulement par Vincent, mais aussi par son avocat, un homme d'âge mûr à l'air sévère dans un costume parfaitement repassé. Alice était également présente pour représenter mes intérêts. Éléonore, ravie de vous revoir. Durand me serra la main. Laissez-moi vous présenter Marc Lebrun, notre avocat d'entreprise. Après avoir échangé des politesses, nous nous assîmes à la table de conférence. Marc et Alice discutèrent des dernières modifications apportées au contrat à la demande de mon avocate. À ma surprise, Durand accepta presque toutes les propositions sans discuter. Je crois qu'un bon accord est un accord qui profite aux 2 parties, expliqua-t-il. Nous obtenons un actif précieux, et vous obtenez une compensation équitable. Il est inutile de marchander sur des détails mineurs. Une fois tous les détails réglés, il était temps de signer les documents. Je pris le stylo que Marc me tendit et me figeai un instant. Une pensée me traversa l'esprit. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce la bonne décision? L'image du mariage de Julien me revint en mémoire. Moi, en tablier, servant les invités. Julien, à la table d'honneur, riant nonchalamment, entouré de ses nouveaux parents et partenaires commerciaux. Son regard froid lorsqu'il m'avait fait un signe de tête comme si j'étais une employée, pas sa mère. Oui, c'était la bonne décision. Peut-être cruelle, mais nécessaire. Parfois, les gens ont besoin de faire face aux conséquences de leurs actes pour comprendre à quel point ils avaient tort. Je signai tous les exemplaires de l'accord. Durand fit de même. Les avocats échangèrent les documents, vérifièrent les signatures et paraphèrent chaque page. Félicitations, dit Durand en me serrant la main. L'accord est conclu. L'argent sera transféré sur votre compte dans les 3 jours ouvrables, comme convenu. J'acquiesçai, ressentant un étrange mélange d'émotions. Le soulagement que ce soit terminé, l'anxiété pour l'avenir, et à ma surprise, une certaine tristesse. Après tout, je venais de vendre une partie de l'entreprise que mon fils avait bâtie au fil des ans à son concurrent. Ce n'était pas seulement une entreprise. C'était l'héritage de notre famille, une aventure dans laquelle Robert et moi avions investi non seulement de l'argent, mais aussi une partie de notre cœur. Quelque chose ne va pas? Demanda Durand, remarquant mon humeur. Non, tout va bien. J'essayai de sourire. Je réalise simplement que je viens de tourner une page importante de ma vie. Il hocha la tête.
compréhensif. Le changement apporte toujours des sentiments mitigés, mais il est parfois nécessaire pour avancer. Après avoir terminé les formalités, Alice partit et Durand nous proposa une coupe de champagne pour célébrer l'accord. J'acceptai, même si je ne me sentais pas particulièrement festive. Nous nous assîmes dans son bureau, regardant l'océan par la baie vitrée panoramique. Le soleil se couchait, peignant l'eau de nuances dorées. Quand est-ce que Julien apprendra la vente des actions ? Demandai-je en prenant une petite gorgée de champagne. Légalement, nous devons informer l'entreprise du changement de propriétaire dans les 10 jours, répondit Durand. Mais je prévois de le faire plus tôt, peut-être demain. Inutile de retarder l'inévitable. J'acquiesçai. Julien était en lune de miel et devait rentrer dans 10 jours. Cela signifiait qu'il apprendrait ma décision dès son retour, si ce n'est plus tôt. Je me demandais comment il réagirait. Serait-il en colère, bouleversé ? Essaierait-il de me contacter ? Vous avez peur de sa réaction ? Demanda Durand, comme s'il lisait dans mes pensées. Non, je n'ai pas peur. Je secouai la tête. Je m'y prépare, plutôt. Il ne sera pas content, c'est certain. Je peux l'imaginer, sourit légèrement Durand. Si vous le souhaitez, je peux taire votre rôle dans la transaction. Je peux dire que j'ai acheté les actions par l'intermédiaire d'un tiers. L'offre me surprit. J'y réfléchis. La tentation d'éviter une confrontation directe avec Julien était forte. Mais n'était-ce pas là tout l'enjeu ? Lui faire comprendre que ses actes avaient des conséquences ? Non. Je secouai la tête. Laissez-le savoir que c'était ma décision. Je n'en ai pas honte, et je n'ai pas peur des conséquences. Durand hocha la tête avec respect. Comme vous voudrez. Dans tous les cas, si vous avez besoin de soutien dans cette affaire, vous pouvez compter sur moi. Merci. Je finis mon champagne et posai le verre sur la table. Mais je me débrouillerai seule. Après tout, je me suis débrouillée seule toute ma vie. Quand je quittai le centre d'affaires MAK, il commençait déjà à faire nuit. Je montai dans ma voiture, mais ne démarrai pas tout de suite le moteur. J'avais besoin de quelques minutes pour réaliser ce que je venais de faire. J'avais vendu mes parts de l'entreprise de Julien à son principal concurrent. J'avais trahi sa confiance, bien qu'en réponse à sa négligence. C'était un pas qui ne pourrait jamais être défait ou oublié. Notre relation ne serait plus jamais la même. Mais peut-être que c'était pour le mieux. Peut-être que nous avions tous les deux besoin de ce choc pour repenser notre relation. Pour nous voir non seulement comme mère et fils, mais comme des individus avec des sentiments, des ambitions et une dignité. Je ne connaissais pas les réponses à ces questions, mais je savais que j'avais fait un choix et que je devais maintenant vivre avec les conséquences, quelles qu'elles soient. Je démarrai la voiture et sortis du parking. Une semaine d'attente m'attendait avant que Julien ne revienne et ne découvre ce que j'avais fait. Une semaine pour me préparer à la tempête qui ne manquerait pas d'éclater. Mais étrangement, je me sentais plus libre que je ne l'avais été depuis des années. C'était comme si un lourd poids avait été enlevé de mes épaules, le poids des attentes, des ressentiments tacites, des compromis constants pour maintenir l'apparence d'une bonne relation. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que j'avais fait ce que je pensais être juste. Et c'était suffisant. L'argent de la vente des actions arriva sur mon compte pile à l'heure, 3 jours ouvrables après la signature du contrat. Le montant était impressionnant, bien plus que ce que j'avais jamais eu sur mon compte en banque. Maintenant, j'étais vraiment indépendante financièrement. Je pouvais voyager, déménager dans une autre ville ou même un autre pays si je le voulais. Mais au lieu de l'euphorie, je ressentis un étrange sentiment de vide. C'était comme si j'avais terminé une étape importante de ma vie, mais je ne savais pas ce qui allait suivre. Je réalisais que la vente des actions n'était pas seulement une transaction financière. C'était la fin symbolique d'une certaine période de ma relation avec Julien. Une période où j'espérais encore qu'il m'appréciait non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que personne qu'il avait soutenue dans toutes ses entreprises. La semaine qui suivit la conclusion de l'affaire se passa dans une attente calme. Je vaquais à mes occupations habituelles, faisais les courses, déjeunais avec Rose, appelais Aurore. Je ne parlais à personne d'autre que Rose de la vente des actions. Même avec elle, je ne partageais la nouvelle qu'une fois la transaction finalisée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» s'exclama-t-elle lorsque je lui racontai autour d'un thé dans un petit café près de chez moi. « Tu as vendu tes actions à Durand, le concurrent de Julien. »« Oui, » dis-je calmement en sirotant mon thé. « Et je ne le regrette pas. »« Mais pourquoi ?» Rose semblait abasourdie. « Je sais que Julien et toi n'étiez pas en très bons termes dernièrement,
Mais ça, c'est trop radical, Éléonore. Tu n'as pas vu comment il m'a traité au mariage. Je secouai la tête. Il m'a fait servir à table, Rose. Il m'a écarté de la table d'honneur pour faire de la place à un oncle d'Audrey. Il m'a présenté aux invités comme s'il avait honte de moi. Rose soupira. J'ai vu une partie de ça, et oui, c'était horrible. Mais vendre ses actions à son concurrent, c'est de la vengeance, Éléonore. Et la vengeance n'apporte jamais le soulagement que l'on attend. Ce n'est pas de la vengeance, argumentai-je. C'est une leçon. Julien m'a considérée comme acquise pendant trop longtemps. Comme un vieux meuble qu'on peut pousser dans un coin quand il gêne. Il est temps de lui rappeler que je suis une personne avec des sentiments et une dignité. Rose me regarda attentivement. Et maintenant? Es-tu prête pour sa réaction? Prête. Acquiesçai-je. Bien qu'à l'intérieur, je frémissais à l'idée de la confrontation à venir. Il doit rentrer de sa lune de miel dans 3 jours. Je suppose qu'il est déjà au courant de la transaction. Durand devait informer la société du changement de propriétaire. Et tu vas juste attendre qu'il vienne à toi? Oui. Je pris une autre gorgée de thé. C'est ma maison. Je ne vais pas me cacher ni m'excuser de mes actes. Rose secoua la tête, mais n'essaya plus de me dissuader. Elle me connaissait trop bien. Une fois que j'avais pris une décision, je m'y tenais. Julien rentra le mardi. Je l'appris par un message de Carla qui m'écrivit qu'il était passé voir les filles directement de l'aéroport. Cela signifiait qu'il apprendrait bientôt la nouvelle, s'il ne la connaissait pas déjà. Je passai toute la journée dans une attente nerveuse. Chaque bruit de la rue me faisait sursauter et tendre l'oreille. Était-ce sa voiture? Était-ce ses pas sur le perron? Mais la journée passa et Julien ne se montra pas. Je me couchai en pensant que peut-être il n'était pas encore au courant de la vente des actions. Ou peut-être qu'il était, mais avait décidé de réfléchir à la situation avant de m'affronter. Le lendemain, vers 11 heures du matin, alors que je nettoyais le salon, la sonnette retentit brusquement. Je savais que c'était lui avant même d'ouvrir la porte. Seul Julien pouvait sonner de cette façon, exigeant, pas demandant d'être laissé entrer. Je pris une profonde inspiration, redressai les épaules et ouvris la porte. Julien se tenait sur le perron, pâle de colère. Ses cheveux habituellement soignés étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains de nombreuses fois, un geste qu'il faisait lorsqu'il était sous un grand stress. Ses yeux, si semblables à ceux de Robert, brillaient de fureur. « Comment as-tu pu » lança-t-il au lieu de dire bonjour. Je m'écartai silencieusement, le laissant entrer dans la maison. Il entra, presque en trombe, et s'arrêta au milieu du couloir, serrant et desserrant les poings. « Tu as vendu tes actions à Durand ? À mon principal concurrent ? » Sa voix tremblait d'une colère à peine contenue. « Oui. » Je fermai calmement la porte et me tournai pour lui faire face. « J'ai vendu mes actions à Vincent Durand. »« Pourquoi ?» cria-t-il presque. « Pourquoi as-tu fait ça ? Est-ce que tu réalises ce que tu as fait ? » « Allons dans le salon, suggérai-je, gardant mon calme apparent, même si mon cœur battait la chamade. Inutile de crier dans le couloir. Il me suivit dans le salon, bouillonnant toujours de rage. Je lui désignai le fauteuil, mais il resta debout, arpentant la pièce. « Tu m'as trahi, » dit-il en s'arrêtant devant moi. « Tu as trahi ta famille. » « Pourquoi ? Pour de l'argent ? » ?»« Non, Julien. Pas pour de l'argent. » Je secouai la tête. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Alors pourquoi ? Il écarta les bras. Pourquoi as-tu vendu les actions à Durand ? Tu aurais pu me les vendre si tu voulais quitter l'entreprise, ou à n'importe quel autre investisseur. Mais tu as choisi mon pire ennemi. Pourquoi ? Je regardai attentivement mon fils. Il y avait plus que de la colère dans ses yeux. Il y avait de la douleur. La douleur de la trahison. Et un instant, je ressentis une pointe de culpabilité. Mais ensuite, je me suis souvenu du mariage, du tablier, de l'humiliation. Et mon cœur se durcit à nouveau. « Veux-tu vraiment savoir pourquoi ?» demandai-je doucement. « Oui, bon sang. Je veux savoir. » cria-t-il presque. « Alors assieds-toi, » dis-je en montrant le fauteuil, « et écoute-moi sans m'interrompre. » Quelque chose dans mon ton le fit obéir. Il s'enfonça dans le fauteuil, toujours tendu, prêt à bondir à tout moment. Je m'assis en face de lui et croisai les mains sur mes genoux. « J'ai vendu mes actions à Durand parce que toi, Julien, tu as cessé de me voir comme une personne, commençai-je. Pour toi,
je suis devenu un rappel gênant de tes origines modestes. Quelque chose à cacher à tes nouveaux amis et associés. Ce n'est pas vrai, secoua Théil la tête, mais avec moins d'assurance. Si, ça l'est, continuai-je. Et ton mariage a été la goutte d'eau. Tu m'as écarté de la table d'honneur pour faire de la place à l'oncle d'Audrey. Tu m'as fait travailler comme serveuse, Julien. Au mariage de mon fils unique, je servais les plats aux invités au lieu d'être assise à table en tant que mère du marié. C'était une urgence, tenta-t-il de se justifier. On manquait de personnel, et tu avais accepté d'aider. Accepté, souris-je amèrement. Avais-je le choix? Tu m'as mise devant le fait accompli. Tu ne m'as même pas laissé me changer. J'ai travaillé dans ma robe de fête avec un tablier par-dessus. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Il baissa les yeux, incapable de répondre. Pourtant, autrefois, continuai-je plus doucement, tu étais un garçon qui m'apportait des bouquets de fleurs sauvages, qui se précipitait pour me défendre quand un adolescent du quartier avait fait une blague déplacée à mon sujet, qui jurait de toujours prendre soin de ses parents une fois qu'ils seraient sur pied. Je prends soin de toi, marmonna-t-il. Je me suis assuré que tu sois financièrement en sécurité avec les actions de mon entreprise. Des actions que j'ai achetées avec mon propre argent, lui rappelai-je. Avec les économies que ton père et moi avons mis toute une vie à accumuler. Et tu appelles ça prendre soin de moi? Et le respect, Julien? Et la simple gentillesse humaine? Il se tut, et je pouvais voir la colère et la honte se battre dans ses yeux. Je n'ai pas vendu les actions à Durand pour te faire du mal, dis-je. Je l'ai fait pour que tu me voies enfin. Pas comme une mère arrangeante qu'on peut mettre de côté quand elle ne cadre pas avec ta nouvelle vie. Mais comme une personne avec sa dignité et ses sentiments. Tu aurais pu simplement me le dire. Il leva les yeux vers moi. Pourquoi as-tu dû faire ça? J'ai essayé de te parler, Julien. Je secouai la tête. Maintes fois. Mais tu étais toujours trop occupé, trop absorbé par ton propre monde pour vraiment m'écouter. Mes sentiments étaient insignifiants, ne valaient pas ton attention. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, me tournant le dos. Pendant plusieurs minutes, la pièce fut silencieuse. Je pouvais voir à quel point ses épaules étaient tendues, comment il serrait et desserrait les poings, essayant de contrôler ses émotions. Et maintenant? Demanda-t-il finalement sans se retourner. Tu as eu ce que tu voulais? Durand a une participation importante dans mon entreprise. Il a déjà commencé à acheter des actions d'autres actionnaires minoritaires. Dans 6 mois, il pourrait avoir une participation de contrôle. Ce sont les affaires, Julien. J'utilisais sa propre phrase, qu'il utilisait souvent pour expliquer ses décisions difficiles. Rien de personnel. Il se retourna brusquement, et je vis ses yeux briller de larmes, un spectacle que je n'avais pas vu depuis la mort de Robert. Mais c'est personnel, maman. Sa voix se brisa. C'est très personnel. Mon cœur se serra. Malgré toute la douleur, il était mon fils, mon garçon, et je lui avais fait du mal. Mais parfois, la douleur est nécessaire pour grandir. Oui, Julien. C'est personnel, admis-je. Tout comme la façon dont tu m'as traité toutes ces années. Tout comme le fait de me faire servir à table à ton mariage. C'était très personnel, aussi. Il se laissa retomber dans le fauteuil et se couvrit le visage de ses mains. Quand il reprit la parole, sa voix était creuse. Qu'est-ce que je dois faire? Durand pourrait prendre le contrôle de l'entreprise. Tout ce que j'ai construit au fil des ans pourrait finir entre ses mains. Batte-toi, dis-je simplement. Tu as toujours été un battant, Julien. Trouve un moyen de garder le contrôle de l'entreprise. Ou, je fis une pause, ou apprends à travailler avec Durand. Peut-être qu'il n'est pas l'ennemi que tu crois. Julien me regarda avec méfiance. Tu l'as rencontré? Tu lui as parlé de moi? Oui, je l'ai rencontré avant la transaction, acquiesçai-je. Et il ne me semble pas être le prédateur impitoyable que tu as dépeint. C'est un homme d'affaires, Julien, tout comme toi. Il ne prend simplement pas la concurrence personnellement. Tu ne sais rien de lui. Julien secoua la tête. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait? L'interrompis-je. Voler tes clients, remporter tes appels d'offres? Ce sont les affaires, Julien. Ce n'est pas la guerre. Il me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il me voyait pour la première fois non pas comme sa mère, mais comme une personne à part entière, avec ses propres opinions et principes. Je ne te reconnais pas, dit-il finalement. Qui es-tu?
Je suis Éléonore Triste, répondis-je avec dignité. Ta mère, oui, mais aussi une femme qui a vécu 65 ans, qui a travaillé, aimé, perdu et s'est battue. Qui mérite le respect, non seulement parce qu'elle t'a donné naissance, mais parce qu'elle est un être humain. Il se tut, et je vis quelque chose changer dans son regard. Peut-être commençait-il à comprendre. Peut-être pas. Mais au moins, il écoutait. Que adviendra-t-il de nous maintenant? Demanda-t-il doucement. De notre relation. J'y réfléchis. C'était une question difficile. Je l'avais vraiment blessé. Peut-être la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais vécue. Mais je ne voulais pas une rupture complète. Malgré tout, il était mon fils, et je l'aimais. Je ne sais pas, Julien, répondis-je. Honnêtement. Ça dépend de nous deux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, ou même un jour. Mais j'espère que tu comprendras pourquoi je l'ai fait. J'ai besoin de temps, dit-il en se levant. J'ai besoin de réfléchir à tout ça et de décider quoi faire pour l'entreprise. Je comprends, dis-je en me levant aussi. Prends tout le temps dont tu as besoin. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil et se retourna. Tu sais ce que les filles ont demandé à ton sujet? Manon voulait savoir pourquoi mamie était serveuse au mariage. Mon cœur se serra à la pensée de mes petites filles. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que parfois les adultes font des choses étranges. Il haussa les épaules. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Dis-leur que mamie les aime. Je sentis une boule se former dans ma gorge. Et que je serai toujours là si elles ont besoin de moi. Il hocha la tête et partit sans dire un mot de plus. J'entendis la porte d'entrée claquer, sa voiture démarrer et les pneus crisser sur le gravier de l'allée. Puis ce fut le silence. Je retournai dans le salon et m'enfonçai dans le fauteuil. La conversation avec Julien m'avait laissé émotionnellement vidé. Je ne savais pas à quoi m'attendre de cette rencontre, mais je ne m'attendais certainement pas à ce qu'il parte comme ça, perdu, brisé, mais peut-être commençant à comprendre. Je n'ai pas eu de nouvelles de Julien pendant les semaines qui ont suivi, mais mon attention a été attirée par un article dans le journal local sur une possible fusion entre matériaux de construction Triste et matériaux de construction Durand. Selon l'article, les représentants des deux sociétés avaient confirmé que des pourparlers préliminaires étaient en cours. Cela m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Julien accepte même de discuter d'une telle possibilité. Un matin, environ un mois après notre conversation, la sonnette retentit. J'ouvris la porte et vis Julien. Plus en colère, mais calme et posé. « Bonjour, maman, dit-il. Je peux entrer. » Je le laissai entrer silencieusement. Nous allâmes dans le salon et nous assîmes dans les mêmes fauteuils que lors de notre dernière conversation. J'ai lu des articles sur la possible fusion, commençai-je, rompant le silence. Oui, acquiesça-t-il. Durand et moi discutons de cette option. En fait, c'est peut-être la meilleure solution pour les deux entreprises. Je suis contente que tu aies pu regarder la situation d'un point de vue pratique, dis-je prudemment. Après notre conversation, j'ai beaucoup réfléchi, dit-il en détournant le regard. À l'entreprise, à moi-même, à nous. Et j'ai réalisé que tu avais raison. J'avais vraiment cessé de te voir comme une personne. Tu n'étais qu'une maman pour moi, pas un individu avec ses propres désirs et sentiments. Je restai silencieuse, craignant de briser l'instant. Je ne suis pas fière de la façon dont je me suis comportée au mariage, continua-t-il. C'était indigne. Et je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Julien, trouvai-je enfin ma voix. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste que tu me vois. Que tu me vois vraiment. Je te vois maintenant. Il leva les yeux et je vis la sincérité dans son regard. Et je suis désolée. Pour le mariage, pour tout. Ces mots furent comme un baume pour mon âme. Je ne m'attendais pas à les entendre. Du moins pas si tôt. Je suis désolée aussi, dis-je, d'avoir choisi une manière aussi radicale de te faire réagir. Il sourit faiblement. Eh bien, ça a marché. Et c'est peut-être pour le mieux. Durand n'est pas un si mauvais type, une fois qu'on apprend à le connaître. Il a beaucoup de bonnes idées pour développer l'entreprise. Je suis contente que tu lui aies donné une chance, souris-je en retour. Et encore une chose. Julien se redressa sur son siège. Les filles s'ennuient de toi. Elles demandent quand elles reverront mamie. Elle me manque aussi, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. Carla et moi pensions. Peut-être que tu pourrais les garder le vendredi?
Carla a des gardes à l'hôpital et j'ai souvent des réunions. Ce serait pratique pour nous tous. J'adorerais, dis-je, incapable de réprimer un sourire. Parfait. Acquiesça-t-il. Alors, à vendredi. Je les amènerai après l'école. Je vous attendrai. Je me levai, signalant que la conversation était terminée. Julien se leva aussi et après un instant d'hésitation, s'avança soudainement vers moi et me serra dans ses bras. C'était maladroit, nous ne nous étions pas enlacés depuis longtemps, mais c'était sincère. Je le serrai en retour, sentant les larmes monter à mes yeux. À vendredi, maman, dit-il en s'écartant. À vendredi, mon fils, répondis-je. Après son départ, je restai longtemps à la fenêtre, regardant la rue. Quelque chose avait changé. Pas seulement entre nous, mais en moi. Je me sentais libre. C'était comme si je m'étais débarrassé d'un lourd fardeau que je portais depuis des années. Un fardeau de ressentiments tacites, de sentiments refoulés et de compromis constants. Dans les mois qui suivirent, ma vie prit un nouveau rythme. Le vendredi, je passais du temps avec mes petites filles. Nous cuisinions ensemble, jouions à des jeux de société et allions au parc. Parfois, Julien se joignait à nous, et nous organisions alors des dîners de famille. Notre relation se reconstruisait lentement, pas comme avant, mais d'une nouvelle manière, basée sur le respect mutuel. Je me suis mise à voyager davantage. J'ai réalisé un rêve de longue date et j'ai visité Paris, Rome et Barcelone. Je me suis inscrite à des cours de photographie et j'ai découvert que j'avais un certain talent pour cet article. Mes photos ont même été exposées lors d'une exposition locale. Les entreprises de Julien et Durand fusionnèrent 6 mois plus tard. La nouvelle société, Solutions Bâtiment Triste Durand, devint rapidement le leader du marché des matériaux de construction à Belle-Rivière. Julien et Vincent se révélèrent être d'excellents partenaires, se complétant mutuellement. L'énergie et l'ambition de Julien se mariaient parfaitement avec l'expérience et la pensée stratégique de Durand. Un jour, alors que Julien et moi étions assis sur le porche de ma maison, regardant les filles jouer dans le jardin, il dit soudain : « Tu sais, maman, je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais merci. » « Pourquoi ?» demandai-je, surprise. « Pour la leçon que tu m'as donnée, » dit-il en regardant nos filles jouer. « Sans toi, je n'aurais jamais accepté de parler à Durand, et encore moins de m'associer avec lui. J'étais trop têtu, trop émotif. C'était une décision risquée, admis-je. J'aurais pu te perdre. Mais tu ne m'as pas perdu. » Il se tourna vers moi. « Au contraire, tu m'as aidé à devenir une meilleure personne. En tant qu'homme d'affaires, et en tant qu'être humain. » Je souris en regardant mon fils, pas parfait, avec ses défauts, mais grandissant et changeant. Et mes magnifiques petites filles qui remplissaient ma vie de joie. Et je pensais que parfois, il faut tout risquer pour gagner quelque chose de nouveau, de meilleur. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Pour nous tous.